X dans ce contexte un peu particulier. Donc, on est ravis d'avoir pu maintenir l'atelier Edge avec Microsoft et également avec les témoignages d'Assystom et du groupe HBF qui auront lieu dans quelques instants. On a dû forcément remodeler un peu le format parce que faire du full visio sur 3 heures, 3 heures et demie de temps, c'est un peu plus fastidieux. Donc, voilà, on a réduit un petit peu le format, mais c'était vraiment chouette de pouvoir maintenir. Donc, merci beaucoup aux équipes de Microsoft. Alors, que je ne dise pas de bêtises, je crois que c'était Benoît, Nicolas, et puis j'ai pas retenu le nom de la troisième personne. C'est Benjamin. Benjamin, pardon, Benjamin. Oui, Benjamin. Merci à tous les trois d'avoir réussi à maintenir cet atelier parce que je pense que c'est bien un sujet qui tenait à cœur aux deux factories qui sont à l'origine de cette thématique, qui sont les factories intelligence artificielle et factory IoT. Du coup, le déroulé de la matinée, donc un premier temps qui sera vraiment dédié à mieux comprendre ce que c'est que le Edge, un peu l'état de l'art et puis des business cases. Donc, c'est là où Assystom et HBF interviendront. Donc, je leur laisserai aussi présenter un petit peu mieux leur activité. Donc, rapidement, Assystom est spécialisé dans le développement de solutions qui associent capteurs et intelligence embarquée pour prévenir des pannes d'équipements industriels. Et HBF, c'est un groupe qui est spécialisé dans 4 domaines d'activité: équipements électriques, éclairage et décoration, domotique, sécurité et objets connectés. Voilà, donc ils pourront tous les deux dire comment ils travaillent avec le Edge, ce que ça leur permet de faire. Et puis, je crois que dans un deuxième temps, nous aurons une démo plus technique là, par Microsoft. À savoir que si vous y trouvez de l'intérêt à l'issue de l'atelier et quand on sera sorti du confinement, Microsoft nous propose de créer un nouvel atelier technique où vous pourrez manipuler, ou en tout cas si ce n'est pas vous dans votre entreprise, mais où des techniciens pourront manipuler. Donc, on viendra recueillir votre intérêt à l'issue de l'atelier. Voilà, moi je n'y connais rien sur le Edge, donc je vais laisser la place aux experts et peut-être d'abord à Benoît qui peut faire une petite introduction et expliquer les règles de fonctionnement. Oui, bonjour à tout le monde. Merci Amélie d'avoir pu et su maintenir cette rencontre. Je pense que tout le monde fait preuve d'agilité pour mettre en place cette démarche-là. On vous propose un Teams meeting. Le gros intérêt du Teams meeting, c'est que on a lancé l'enregistrement de cette session et on vous la mettra à disposition pour que vous puissiez revoir les passages qui vous intéressent le plus, accéder aux pointeurs, etc. Ça ne reste pas de lettres mortes. Au niveau du déroulé de cette matinée, vous avez un petit icône qui permet d'accéder à la conversation de la réunion. N'hésitez pas à l'utiliser et on va faire en sorte, pour éviter les bruits de fond et autres, de maintenir les micros coupés. Voilà. Donc effectivement, au niveau de l'agenda, on a rebondi. C'était absolument pas ce que l'on souhaitait faire avec Amélie, mais on va quand même garder ce fil conducteur. Moi, j'ai le plaisir d'introduire Nicolas Couder, qui est notre directeur IoT Intelligent Edge pour la filiale Microsoft France, qui va travailler sur la définition du Edge et la vision que l'on en a, avec de nombreux retours d'expérience. Amélie a présenté Assystom avec Pierre Nakache et Gueltas qui représentera HBF. Benjamin est raccroché à notre corps, puis il est basé à Toulouse et il est principal programme manager autour de IoT, de Azure IoT, et il abordera des visions extrêmement techniques et on aura l'occasion d'avancer. L'objectif, c'est effectivement d'aborder ces sujets-là, d'avoir une vision de synthèse et puis de répondre à toutes les questions que vous souhaitez en fin de séance pour vraiment avancer sur les next steps, si on peut effectivement réfléchir avec vous sur les next steps. Voilà, très bonne matinée et je donne la parole à Nicolas. Merci Benoît. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Donc je me présente, je m'appelle Nicolas Couder. Effectivement, je suis en charge de l'IoT et du Edge chez Microsoft. On va faire un focus effectivement sur la partie Edge et intelligence artificielle ce matin. Je vais faire une très courte introduction sur le sujet que l'on appelle Intelligent Edge, qui rassocie finalement ces deux piliers de l'intelligence artificielle et la capacité du Edge à pouvoir faire un certain nombre de scénarios. Je partagerai à la fois quelques histoires et quelques cas d'usage que l'on voit de façon de plus en plus importante sur le marché. Donc moi, mon territoire est la France. On a eu déjà quelques initiatives sur la région toulousaine. C'est une façon, on va dire, un peu différente de nous présenter et de présenter ce que l'on fait en la matière. Et bien entendu, on aura aussi d'autres personnes sur la partie REX
qui détailleront ce qu'eux font également. Donc sans plus attendre, ce que je vous propose, c'est déjà, et avant tout de commencer, de remercier Digital 113 sur ce format-là, de conserver le format malgré le confinement de chacun chez soi. Benoît a rappelé les quelques règles. Si vous avez quelques soucis de bande passante et que vous partagez votre vidéo, moi ce que je vous conseille, c'est aussi de fermer la vidéo. On pourra la réouvrir à la fin dans la partie de chat. N'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure qu'elles viennent dans le chat et on les reprendra tout à la fin de cette présentation. Avant d'introduire la partie Intelligent Edge, j'aime bien commencer sur le sujet qui nous anime. Alors, la priorité se veut aux priorités sanitaires en ce moment, mais elles sont aussi environnementales et je pense que notre planète, malheureusement, dans ce genre de situation, respire un peu plus qu'elle ne respirait avant. Mais en tout cas, Microsoft a des gros enjeux d'être carbone négatif d'ici 2030, de pouvoir être aussi en capacité d'ici 2050 à effacer toute notre empreinte carbone depuis notre création de 1975. Et pour ce faire, on investit massivement et on ne lâche pas les investissements compte tenu de ces risques-là pour pouvoir innover sur le changement et d'aider au changement grâce à l'innovation du climat avec plus d'1 milliard d'investissements sur le sujet. Alors, quelle est notre stratégie Microsoft? C'est important de voir comment on la situe, hein, cette partie Intelligent Edge. Elle fait partie, on va dire, de nos fondamentaux, de la capacité aujourd'hui de prendre conscience que le 100% cloud n'est pas ce qu'attendent aujourd'hui nos clients et nos partenaires. On est dans des architectures de plus en plus complexes et avec une capacité distribuée. Et c'est là où toute la force du Edge prend sa forme et reprend sa forme, j'ai envie de dire, puisqu'on est issu de beaucoup de capacités de calcul à Edge avec traditionnellement les systèmes d'exploitation chez Microsoft, mais ils reprennent tout leur sens et d'une façon complètement nouvelle avec cette réalité qui compose aujourd'hui nos environnements clients et partenaires avec beaucoup de capacités à l'edge sans être tributaire de la connectivité et du cloud Microsoft et des clouds en règle générale. Alors pour ce faire, et moi j'aime bien resituer un petit peu nos initiatives dans l'initiative qui est celle de la France. La France a eu la chance d'être en pilote sur l'intelligence artificielle comme filiale de Microsoft dans le monde. Et on a basé nos investissements sur 3 piliers. L'innovation, je partageais avec les investissements que l'on fait et que l'on continue à faire auprès des startups. La capacité aussi à pouvoir prévenir finalement tous les enjeux de biais, puisqu'on sait que les algorithmes, qu'ils soient dans le cloud ou qu'ils soient dans le edge, peuvent avoir des biais et d'être vigilants sur l'impact autour de l'intelligence artificielle. Et enfin, sur la capacité aussi à fournir et à former les personnes dans les entreprises ou en phase de changement de carrière pour pouvoir tirer profit de ces belles opportunités qui sont autour de l'intelligence artificielle, parce que c'est une révolution et qu'il faut qu'on puisse se former à la vitesse où la technologie arrive aujourd'hui sur le marché. Donc pour ça, je vous ai partagé effectivement ce qu'on fait sur la partie innovation avec l'AI Factory, avec de plus en plus de startups qui rentrent dans cet écosystème à la fois Microsoft, mais sur toutes les régions françaises, avec des priorités sur les verticaux, et puis avec un engagement fort aussi sur la partie, on va dire, recherche avec l'INRIA, et qui fait une force très très importante sur notre territoire français et en région. La partie AI Impact, je le mentionnais juste avant, c'est effectivement de pouvoir adresser le risque de biais, donc d'être vraiment, d'adresser toutes les questions qui se posent autour de l'éthique, aussi de nos engagements sociétaux, tant sur le gouvernement que dans les régions, pour s'assurer que justement l'intelligence artificielle n'amène pas de biais, ou minimise en tout cas les biais qui pourraient être apportés par cette intelligence, là encore dans le cloud, dans le edge. Et enfin, la création d'AI School, donc vous avez peut-être vu déjà dans la presse, là aussi en région et en région francilienne. Donc on a commencé à Paris, mais bien entendu un grand nombre d'écoles sont en train de s'ouvrir et continuent même à distance en ce moment pour pouvoir former des personnes de tous horizons et pas forcément des Bac plus 5, mais aussi des personnes qui veulent prendre cette opportunité pour se reformer.
Je fais vite pour vous montrer maintenant un petit peu plus dans le détail ce qu'on imagine et ce que l'on voit en tout cas. Ça, c'est les analystes. Gartner évoque le fait que plus de 75% de la donnée sera générée et continuera à être maintenue en dehors des data centers. Donc, ce n'est pas nous qui le disons, c'est Gartner qui le dit d'ici 2025. Et donc, pour ça, alors vous voyez un slide, et volontairement pas de Microsoft, mais de Cisco, qui montre l'opportunité autour de la Smart City de génération de données, et on voit qu'une petite partie rentrera dans le cloud, et une grande partie restera à Edge. Donc, pour revenir un petit peu sur cette définition Edge, je vous propose de vous montrer un petit peu comment Microsoft voit le Edge. Et pour vous le montrer, je pense que ce slide-là résume assez bien cette architecture que l'on appelle souvent hybride. Mais vous voyez que l'on se positionne aujourd'hui donc avec les deux pieds dans le cloud Microsoft qui s'appelle Azure, et avec le Edge qui est en périphérie. Donc le Edge pour Microsoft, ça peut être à la fois les autres clouds, les clouds Amazon, les clouds Google, qui sont en dehors d'une autre, et qui sont, on le sait bien, un des facteurs importants de nos clients et de nos partenaires à travailler sur non pas un seul cloud, mais sur une multitude de clouds, sur la capacité à pouvoir se reconnecter à toutes les infrastructures existantes on-premise, avec des offres dédiées chez Microsoft qui s'appellent Azure Stack Hub, Azure Stack Edge en la matière, et puis toute la partie Edge, beaucoup plus liée à la capacité locale, sans serveur, sans data center, et surtout sur des scénarios IoT qui permettent justement de pouvoir traiter la donnée là où elle est générée et de pouvoir la filtrer, l'analyser et amener l'intelligence artificielle à l'intérieur de ces scénarios. Alors, je vous ai parlé de 3 environnements qui sont clés. La partie Azure Stack, donc qui est l'équivalent d'Azure chez Microsoft, mais en mode semi-déconnecté ou 100% déconnecté, donc d'avoir le data center, entre guillemets, chez nos gros clients ou sur des gros providers de cloud. La possibilité de manager de bout en bout et d'appréhender la sécurité et le management de la donnée au sens large multi-cloud. Ça aussi, c'est une approche assez différenciante pour justement adresser tous nos clients, quels que soient les environnements, quels que soient les langages de programmation ou l'open source qui est en matière très utilisée chez nos clients et nos partenaires. Et puis la capacité à the edge, et dans le sens beaucoup plus IoT du terme, pour pouvoir exécuter des tâches, et on reviendra sur quelques cas d'usage, sur cette intelligence autour des microcontrôleurs, autour des objets, avec un petit peu plus de capacité de calcul et de traitement. On voit un petit peu notre proposition de valeur. Elle va dès la sécurité avec des solutions Azure Sphere. Elle vient aussi enrichir la capacité à faire descendre cette intelligence du cloud et des développements d'applications à the edge, avec un grand nombre de partenaires et de solutions OEM qui sont certifiés sur nos plateformes, et bien entendu la capacité Azure Stack Edge, qui sont des racks serveurs pour pouvoir faire de l'intelligence artificielle en temps réel, essentiellement sur des capacités de type computer vision aujourd'hui, mais qui peuvent s'étendre à d'autres scénarios. Et puis ce que j'évoquais, donc la capacité à se déconnecter du cloud Microsoft, on le voit beaucoup aujourd'hui avec des raisons, on va dire, légales ou de privacy, entre autres dans le milieu de la défense et entre autres chez Airbus Défense. Mais ce n'est pas que ça aussi chez Microsoft. On a des offres, et je souhaitais aussi y revenir sur les solutions de véhicules connectés. On a la chance d'avoir une très belle référence en France avec le groupe Renault-Nissan, qui déploie massivement aujourd'hui un certain nombre de véhicules connectés, donc avec une plateforme dédiée aux véhicules connectés, et qui fait aujourd'hui, on va dire, le nouveau smartphone de demain autour du véhicule pour apporter des capacités de maintenance préventive ou des capacités d'entertainment à l'intérieur des véhicules, donc que ce soit le véhicule type voiture, mais aussi les autres véhicules professionnels et de transport. Et puis une solution qui représente assez bien notre capacité à aussi fournir du matériel chez Microsoft, avec les paires de HoloLens, et avec une nouvelle version qui est sortie, donc pas tout récemment, mais ces derniers temps, donc HoloLens 2, et qui représente bien la capacité de pouvoir mélanger l'environnement physique et digital autour de ce casque augmenté en réalité mixte, c'est-à-dire de pouvoir partager à la fois l'environnement physique et l'environnement digital dans les yeux des utilisateurs et des opérateurs sur le terrain.
Alors, qu'est-ce que l'on a vu, nous, sur le Edge, arriver de façon massive? C'est la transformation d'un certain nombre de retailers, Kroger étant un exemple, de se transformer as a service. Quand on dit se transformer as a service, c'est de pouvoir avoir des parcours dans l'environnement retail beaucoup plus simples, beaucoup plus digitalisés, pour que justement l'environnement du retailer soit plus simple, de pouvoir rentrer dans un store, comprendre mieux les habitudes, on va dire, des utilisateurs pour le retailer et pour pouvoir acheminer l'aspect logistique et supply chain en temps réel par rapport aux besoins qui sont dans les stores. Donc ça, c'est une référence publique. Je ne vous partage pas la vidéo en tant que telle, mais vous pourrez revoir sur Internet cette vidéo. On la partagera juste après pour que vous puissiez revoir un petit peu ce qu'il fait sur l'environnement du retail. Un des cas qui est beaucoup plus français, là, pour le coup, c'est Altamétris. Alors, c'est un cas que je partage relativement souvent, mais qui est assez représentatif du Edge. Là aussi, donc, Altamétris est une division de la SNCF et a vocation à faire le contrôle de la maintenance opérationnelle de l'ensemble des ouvrages du réseau ferré. On sait que cet ouvrage est vieillissant et a de nombreuses difficultés. On l'entend souvent quand on prend, non pas en ce moment, mais régulièrement, nos transports ferrés. Et donc, tout l'enjeu était de pouvoir faire descendre l'intelligence artificielle dans le drone pour pouvoir analyser les problèmes de défaut des infrastructures. Donc, ils ont déjà beaucoup avancé sur la cartographie 3D des infrastructures dans le passé. Mais la grosse problématique qu'ils avaient, c'est que ce traitement d'image se faisait a posteriori et il n'avait pas la capacité de pouvoir interagir en temps réel sur les infrastructures quand le drone passait sur ces ouvrages. Et donc le fait de pouvoir faire descendre cette intelligence artificielle dans le drone, ça a été pour eux la capacité de pouvoir interagir tout de suite et en temps réel lors de la détection de défauts, entre autres sur les caténaires. Donc ils ont fait apprendre ces algorithmes dans le cloud pour faire naître de nouveaux algorithmes de computer vision, et ensuite ils les ont réintégrés dans les drones et continuent de faire apprendre ces algorithmes dans le drone pour que justement l'ensemble des défauts caractérisés des caténaires puissent être identifiés et justement réparés sur site quand le défaut est identifié. Alors, sur la partie Intelligent Edge, voilà ce qu'on voit très très souvent, et entre autres dans l'environnement manufacturing. C'est des cas d'usage autour de ce qu'on appelle l'employee safety, hein, donc la capacité à pouvoir être sûr que l'employé porte bien son casque, porte bien ses lunettes. Peut-être aujourd'hui, on le voit dans l'environnement asiatique, porte bien son masque dans ces cas de pandémie et de risques sanitaires, de pouvoir identifier un danger d'un comportement d'une personne qui ne respecterait pas les règles de sécurité, ou au contraire de pouvoir aussi interagir quand une personne est malheureusement déjà blessée et pouvoir intervenir de façon la plus rapide. Entre autres, là vous voyez ça sur des chantiers, et on peut l'imaginer aussi dans d'autres types de scénarios, dans d'autres verticaux. Ce que l'on voit de plus en plus, c'est ce qui existait depuis très très longtemps hein, sur la capacité de production dans des environnements manufacturiers, donc de pouvoir détecter des défauts sur les chaînes de production. Et très très souvent, ce que l'on voyait, c'était des systèmes qui étaient non pas de l'intelligence artificielle, mais du quality control, avec bon nombre de défauts qui n'étaient que des défauts, qui étaient des faux défauts. Et sur ces environnements, souvent des opérateurs qui venaient revérifier si le défaut était un vrai défaut ou un faux défaut. Et donc, du coup, là, c'est un des projets qui a été fait pour Carl Zeiss, de pouvoir faire remonter finalement la compétence et l'expertise de l'humain dans la machine pour la faire progresser et pour minimiser finalement l'interaction de ces défauts qui sont souvent repris par l'humain, mais dont la machine n'a pas la phase de feedback. Donc ça, c'est un des éléments aussi importants que l'on voit de plus en plus sur le terrain. Un autre point, je l'évoquais avec la partie HoloLens, hein, donc de pouvoir amener cette intelligence embarquée, de pouvoir mieux situer l'environnement dans lequel se trouve l'opérateur et de pouvoir l'augmenter grâce à des systèmes de type HoloLens, mais aussi avec des devices beaucoup plus simplistes pour pouvoir finalement ajouter de l'intelligence pour les opérateurs et les rendre plus efficaces sur le terrain. Et enfin, des scénarios qu'on voit de plus en plus autour des règles qui sont mises en place dans le milieu hospitalier
et là aussi pour s'assurer que les chirurgiens, que les professionnels de santé respectent bien les process souvent très manuels qui sont mis en place dans l'environnement hospitalier, et de pouvoir s'assurer que les bonnes pratiques soient bien respectées, et peut-être réappliquer des phases de formation auprès des professionnels soignants pour s'assurer finalement que les patients soient les plus, on va dire, préservés, surtout dans dans les temps actuels. Voilà, la possibilité aussi de pouvoir gérer l'aspect gestion d'accès d'identité ou de périmètre de protection, puisque l'intelligence artificielle permet aussi avec des caméras de pouvoir gérer l'environnement 3D pour s'assurer que des zones qui sont des périmètres sur lesquels personne ne doit rentrer soient bien protégées et puissent alerter les services concernés. Voilà un petit peu tout ce que l'on voit aujourd'hui, mais je ne vais pas rentrer plus dans le détail. Ce que je propose, en tout cas, c'est aussi de vous partager des liens qui sont là pour que, dans ces temps où on reste chez soi, on peut peut-être aussi trouver des fois un peu de son temps pour pouvoir se former et aller voir aussi les contenus que l'on propose en la matière pour se former, pour se certifier sur les sujets IoT et sur les sujets Edge en la matière. Et voilà, encore un grand merci. Oui, pardon. Oui, non, juste pour te remercier, parfait. Je vais essayer d'être le timekeeper de cette session. Tu pourras revenir, je pense, au moment du Q&A et de la synthèse sur différents points en fonction des attentes et des questions. Un grand merci, Nicolas. De rien, merci Benoît. Et du coup, n'hésitez pas à poser, alors je ne vois pas les questions éventuelles qui sont posées en parallèle, mais n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure. Voilà. Celles qu'on va pouvoir prendre au fur et à mesure, on va vous y répondre en temps réel. Et puis celles que l'on souhaite partager et traiter à plusieurs à la fin de cette présentation, on le fera bien entendu. Pour l'instant, il n'y en a pas eu. Donc voilà. Donc en tout cas, n'hésitez pas, c'est fait pour ça. Pierre, je pense que tu prends la communication à la volée. À toi. Ok, vous m'entendez tous, je suppose. Alors, je vais partager mon écran. Voilà. Voilà. C'est bon? Est-ce que vous voyez la présentation qui s'affiche? Oui. Parfait. Bon, écoutez, bonjour à tous. Je suis Pierre Nakache de la société Assystom. Je suis président ou cofondateur de la société. C'est une société qui a maintenant bientôt 4 ans. En tout cas, je remercie Digital 113, Microsoft pour avoir me laissé un petit quart d'heure d'explication sur ce qu'on fait. Je vais vous présenter vraiment un petit cas d'usage, un cas d'usage sur le edge computing, qui est, vous avez vu qu'avec Microsoft, il y a tout un tas de différents edge computing, on va dire. Donc moi, je vais plutôt vraiment aller sur le côté contraint, embarquer dans des microcontrôleurs, essayer d'avoir des choses qui puissent être le plus autonomes possible. Voilà. Donc notre domaine d'activité est la maintenance prédictive, ce qu'on appelle de predictive maintenance dans l'environnement manufacturing, industriel, plus précisément. Voilà. Et qu'est-ce qu'on fait? Alors, on a développé une solution, je dirais, clé en main avec, je dirais, tout pour permettre vraiment d'installer et de collecter sans contrainte un ensemble de données. Donc, on a développé une partie, je dirais, une balise avec l'intelligence embarquée. C'est surtout sur cette partie-là que je vais développer la discussion sur l'edge computing. C'est un capteur, c'est un boîtier multicapteur avec pas mal d'équipements à l'intérieur et qui va permettre d'apprendre, surveiller et puis analyser des différentes données d'une machine avant de les transmettre. On a développé la partie transmission de données. Alors, elle est basée sur du LoRa One, évidemment, sécurisé, encrypté, etc. Et puis après, il y a la partie, je dirais, intelligence en cloud. Je l'ai mis entre parenthèses en cloud parce qu'on peut évidemment positionner ces serveurs
de collecte de l'information on-premise, comme a été présenté juste précédemment par Benjamin. On a, à partir de là, toutes ces capacités à utiliser toute la puissance de calcul pour véritablement aller très loin sur une analyse globale en vue d'une prédiction de panne. D'accord. Dans notre domaine d'activité, alors je me suis permis de mettre cette petite slide parce que pourquoi aujourd'hui nous considérons que l'IoT est mature, en tout cas dans le domaine industriel, hein, vraiment je parle uniquement de cette partie-là, c'est que bien justement il y a maintenant des capacités d'embarquer de l'intelligence, enfin de la capacité de calcul et de traitement de données, hein, grâce à des microcontrôleurs qui sont de plus en plus puissants, de moins en moins consommants. Bon, évidemment, la faible consommation, vous vous en doutez. Et puis cette capacité à transférer des données à très longue distance, sans fil et de manière très peu consommante. Hein. Vous comprenez bien que cette partie consommation est importante. Alors, qu'est-ce que c'est pour nous le edge computing dans un microcontrôleur, hein? Pour quelles raisons nous avons imaginé ce besoin-là? C'est que bien, il faut être capable de rendre compatibles deux choses qui sont très compliquées à rendre compatibles, c'est-à-dire la capacité de générer des données, hein, traiter et de générer des données, de les transformer, de les transférer aussi de manière je dirais, fluide, mais non consommante, hein, et d'avoir une capacité de garder sur de l'IoT une très grande autonomie. Hein. Je ne parle pas de quelques jours, je parle plusieurs années. Hein. Alors, nous, notre cas sur la partie de microcontrôleur, nous avons basé notre technologie sur du ARM Cortex. Bon, on travaille en partenariat avec NXP. Avec des capacités importantes de calcul, hein, de calcul non, comme cela a permis, si vous voulez, de traiter un très grand nombre de données issues de capteurs, hein, je vous expliquerai tout de suite après, pour justement minimiser la quantité d'informations et permettre une remontée de ces données et de ce traitement. D'accord ? Alors pourquoi je vous explique le fait, c'est que vous pouvez imaginer que l'IoT, vous en entendez parler, je dirais, plusieurs fois par jour, elle est un peu partout chez nous. Maintenant, il y a deux types. Pour moi, je séparerais deux types d'IoT. Hein. Il y a ceux qui sont qui vont permettre de pouvoir collecter des informations qui viennent de capteurs simples, hein, la mesure de température, la géolocalisation, un contact, un on-off, enfin tout un tas de systèmes-là. Donc ça va générer des données brutes qui sont très faibles, très petites en quantité, et les envoyer. D'accord ? Donc là, vous avez des consommations, des autonomies qui sont énormes, parce que justement l'appareil et les maturités de l'IoT aujourd'hui, des composants électroniques, permettent d'aller à des autonomies très importantes. Mais en contrepartie, il y a d'autres points complexes, comme a été présenté tout à l'heure sur des drones, c'est-à-dire d'être capacité de collecter une information de vision. Pour nous, nous concernant, nous travaillons sur la partie vibration et son, ultrason. Eh bien ça génère beaucoup de données. Si elles étaient non traitées et envoyées comme ça, eh bien écoutez, ça va pas durer longtemps, hein, la consommation de ces outils-là. Ce qui était très important, et c'est pour cette raison qu'on a positionné le edge computing, disons, vraiment au cœur du microcontrôleur, c'est que justement, traiter cette donnée, la compresser et l'envoyer permet de devenir extrêmement autonome. Et puis là, on tombe sur des capacités d'autonomie de 2 à 7 ans, hein, qui sont similaires à des capteurs simples. Alors bon, je donne ces informations-là, imaginez que c'est pour une moyenne d'une mesure par heure, ce qui est non négligeable. Voilà. Notre domaine d'activité, là aussi, pour ceux qui ne connaissent pas ce domaine d'activité, mais je pense que c'est assez simple à comprendre, en fait, en prenant la partie vibratoire et le son,
bien, vous savez, vous pouvez avoir analysé de manière très précise et très fine quel est le comportement et l'usure et le dysfonctionnement d'une machine. D'accord. Et vous allez pouvoir même aller jusqu'à déterminer si quel est l'organe de la machine qui va commencer à dysfonctionner. Et l'intérêt de cette partie ultrasonore et vibratoire, eh ben, c'est d'être capable de le faire le plus tôt possible pour justement éviter des ruptures de chaîne de production, hein, et des pannes enfin, des réparations qui soient dans l'urgence. Ok. Donc, dans notre domaine d'activité, je vais juste revenir, pardon, sur voilà. Sur cette, ça a une fluidité un peu lente. Voilà. Donc l'appareil, la balise qui tient dans la main, hein, à peu près, ça vous donne une idée, eh bien, elle va comprendre beaucoup de capteurs, hein, intégrés. Et donc cette capacité de calcul de puissance qui va permettre de pouvoir travailler sur des batteries, hein, des piles standards, hein, type AA, et tenir comme ça extrêmement longtemps. Voilà. Donc l'appareil, vous le positionnez, enfin, physiquement, vous le positionnez sur la machine, il va avoir une phase d'apprentissage, et puis à partir du moment où il aura appris et déterminé toutes les caractéristiques de fonctionnement, on va pouvoir commencer à générer des données qui vont être adaptées. Bon, dans les cas d'usage, je vous montre un peu là tout ce qu'on a mis en place. Là, c'est chez Renault, où on a positionné ça sur différentes chaînes de production. Là, c'est un exemple qui a été autorisé de leur part. Bon, là, pour eux, et ça j'ai le droit de dire, bah, pour vous donner une idée, sur une vingtaine de petites quantités, hein, c'était au départ une vingtaine d'appareils positionnés sur leur usine de Cléon. On a déterminé en l'espace de quelques mois, plus de 6 ce qu'ils appellent major downtown, c'est-à-dire des erreurs et des problématiques majeures dans leur chaîne de production. Et vous gardez quand même à l'esprit que je crois que la minute d'arrêt de production chez eux, en tout cas dans l'automobile, est autour de 22 000 euros par minute de perte de CA. Ici, vous avez, bon, ben là, c'est chez ArcelorMittal, hein, voilà, donc sur des systèmes de refroidisseurs. Vous avez ici, c'est dans, bon là, je ne peux pas donner le nom, mais c'est dans l'injection plastique. Voilà, on permet de surveiller comme ça vous voyez, vous positionnez ça à un endroit à peu près adapté, et puis vous connectez tout un tas de vibrations et de sons qui vont permettre de dire, ben là, il y a un problème de lubrification ou les roulements commencent à s'user. Voilà, bon, là aussi, vous avez sur la surveillance de traitement de l'air, vous avez ça, on a de plus en plus de demandes sur la partie smart building aussi, hein, dans ce domaine-là. Ici, vous avez sur des pompes d'injection dans l'agroalimentaire, enfin, bon, ça reste quelque chose, agroalimentaire ou ailleurs, c'est pareil, hein, c'est des palettiseurs, des pompes à injection. Et puis, bon, là, c'est sur des compresseurs. Et puis, le dernier point qui est sur la côté mobilité, vous parlez des SNCF et de rail. Voilà, nous avons commencé à déjà mettre en place sur notre technologie. Là, pour le coup, c'est des grosses usines mobiles. Hein, c'est chez ETF, hein, qui travaille sur la réfection des voies. Donc, voilà, des cas d'usage dans lesquels nous avons positionné notre technologie et sans alimentation autre que ces petites piles. Voilà, j'en ai fini moi sur ma présentation. J'espère que vous avez eu une idée de ce que peut amener, je dirais, la capacité d'intégrer de l'intelligence dans des tout petits boîtiers. Et voilà, je vous laisse la parole. Merci Pierre, magnifique présentation. Et on passe la parole à HBF et j'espère que ça va susciter des questions. Merci Benoît, ouais. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez. Très bien. Alors je vais partager mon écran.
Alors, est-ce que c'est à l'écran? Tout à fait. Parfait. Donc, bonjour à tous, je me présente Gueltas Radonac. Je pilote aujourd'hui le programme Internet des objets du groupe HBF. Je tenais déjà à remercier effectivement Digital 113 et Microsoft de nous donner l'occasion effectivement de pouvoir interagir avec les personnes qui sont présentes durant ce webinaire. Avant de rentrer effectivement sur le vif du sujet effectivement de l'IoT, de ce que nous avons fait, je voulais juste brièvement représenter HBF, parce que je pense qu'effectivement certaines personnes présentes dans ce call n'ont pas forcément connaissance de nos activités. Nous sommes une société dont le siège est dans le sud de la région de Toulouse, donc en Occitanie, un peu plus de 25 ans d'existence. Et nous avons effectivement 3 métiers historiques en tant que négociant puis fabricant dans l'appareillage électrique, les solutions autour de l'éclairage et du confort et de la sécurité, qu'on peut appeler effectivement de la domotique et désormais du smart home. Nous distribuons aujourd'hui nos 5000 références produits majoritairement pour adresser le marché du résidentiel, donc des consommateurs finaux en Europe, au travers de canaux de distribution que sont le web ou les acteurs du retail. Et puis nous avons également un certain nombre de filiales présentes dans d'autres zones d'Europe, comme l'Europe du Sud ou l'Europe de l'Est, pour accompagner notamment nos clients retailers. Nos compétences clés historiquement, comme nous traitons de produits qui touchent l'électricité, c'est une équipe de design, un laboratoire qualité qui veille durant toute la phase amont et le cycle de vie des produits à la qualité des produits pour effectivement bien s'assurer qu'aucune défaillance n'intervient chez le consommateur. Et puis notre force, c'est également historiquement une logistique intégrée, puisque nous traitons effectivement plus d'1,5 million de commandes par an. Donc ça vous donne un ordre de grandeur effectivement du flux entrant et du flux sortant. Et donc l'idée en fait de ce programme que je pilote, qui a été initié en 2018, c'est d'accélérer le déploiement de l'Internet des objets dans l'offre en fait du groupe. Et de pouvoir effectivement introduire de l'intelligence dans des gammes produits existantes sur les trois métiers, électricité, éclairage et confort sécurité. Donc l'objectif en fait du groupe, c'est de vivre une transformation de ces métiers en passant finalement d'un fournisseur de solutions électriques à un fournisseur de solutions numériques et électriques, pour améliorer votre quotidien, notre quotidien, in fine. La proposition de valeur en fait de ce programme, qui a été lancé sur le marché du grand public le 20 janvier cette année, le 20 janvier 2020, c'est effectivement de construire autour d'un socle Azure une solution Internet des objets avec des objets, bien entendu, la plateforme qui s'appuie sur un certain nombre de services prépackagés dans Azure. Je pense par exemple à l'IoT Hub. Et puis une application mobile pour pouvoir effectivement proposer les services à valeur ajoutée aux consommateurs finaux ou même aux professionnels et aux installateurs. Et le bénéfice effectivement d'avoir travaillé avec un socle Azure Microsoft et avec des partenaires toulousains, notamment iCube, c'est également de pouvoir mettre en avant une interopérabilité avec des tiers, avec d'autres constructeurs du monde du smart building ou des acteurs qui concernent le pilotage à la voix ou des acteurs de services. Je pense par exemple au maintien à domicile. On a aujourd'hui des coopérations avec des sociétés qui réalisent effectivement qui s'appuient sur les données que nous collectons par nos capteurs pour fournir des notifications ou des informations à valeur ajoutée aux assureurs ou aux sociétés B2B ou aux ayants droit. Donc,
que vient faire effectivement Edge Computing dans effectivement cette présentation? Il faut bien prendre effectivement en ligne de compte ce que nous vivons, c'est une transformation digitale du groupe. On a une gamme de produits relativement simples avec des microcontrôleurs relativement basiques pour assurer un éclairage connecté, faire remonter de la donnée de capteurs de mouvement ou de température par exemple, et également des produits qui touchent le monde de la sécurité comme les caméras. Et donc je vais vous parler plus particulièrement d'un use case où effectivement on va partir d'une solution relativement basique et on a, je pense, très clairement le socle pour pouvoir mettre en œuvre de l'Edge. Donc la problématique en fait que je vous expose, elle concerne la défaillance électrique des appareils domestiques. On a tous effectivement vécu durant nos congés ou dans notre vie en fait des problématiques autour de défaut d'alimentation de l'équipement, l'équipement qui tombe en panne, ou la personne qui vient effectivement faire le ménage dans la maison, dans le logement, qui par inadvertance débranche un appareil crucial, ou même plus intéressant à long terme, une anomalie en fait sur l'équipement qui peut effectivement introduire une surconsommation électrique, et nous sommes tous de plus en plus effectivement nous veillons de plus en plus à vérifier effectivement ce que nous consommons pour pouvoir améliorer l'environnement et la planète. Donc l'objectif, c'est effectivement pour le consommateur d'être informé et agir, et puis pour les professionnels de pouvoir éventuellement intervenir, fournir des services. Donc on a effectivement défini en interne ce projet, on a développé effectivement une solution, et la proposition de valeur, c'est clairement de pouvoir informer les différentes parties prenantes du défaut et pouvoir agir. Et donc de ce fait, l'idée c'était de surveiller le branchement effectif de l'équipement comme l'aquarium ou le congélateur, ou de surveiller que effectivement cet équipement soit bien alimenté, et donc derrière de notifier. Donc on a lancé, on va lancer effectivement sur le printemps et le deuxième trimestre un produit que donc nous avons nommé le Suricap, qui se veut être effectivement un produit grand public que nous pourrons acheter dans le grand public. Et ce produit effectivement a vocation à être installé par n'importe qui, par n'importe quel consommateur, et une fois connecté au réseau, effectivement effectuera et répondra à la promesse, c'est-à-dire de surveiller vos équipements. Donc ça, c'est effectivement la première version d'une offre effectivement connectée qui vise à fournir un service à valeur ajoutée aux consommateurs. Mais finalement, ce produit qui classiquement communique avec la plateforme Azure a vocation à évoluer et en fait à devenir, je dirais, la base d'un portefeuille de produits qui vont inclure des informations et des capteurs supplémentaires, comme effectivement la surveillance en tant que parafoudre, la surconsommation électrique, finalement le fait de pouvoir faire du calcul et du traitement de données directement dans l'objet, sans être obligé de transmettre en fait tout le flow et la data sur la cloud. Et donc de ce calcul, de cette IA qui est logée directement dans l'objet, de pouvoir toujours fournir une information pertinente, une notification sur une modification du comportement de l'équipement, ou une forme d'alerte à la bonne personne, au professionnel ou au consommateur. Donc pour le groupe en fait HBF, de ce programme Autiome qui est donc qui a été lancé en janvier et qui visait effectivement à avoir une solution évolutive qui s'appuie sur des socles fournis par Microsoft, qui évoluent dans le temps sur des aspects de sécurité ou effectivement de volume de données traitées.
le edge computing est finalement la prochaine étape pour nous pour continuer à développer des produits et des services pour lesquels en fait le computing n'a pas forcément vocation à être complètement porté dans le cloud et peut être tout à fait mise en œuvre directement dans le microcontrôleur de l'objet et donc de ce fait de pouvoir continuer à proposer aux consommateurs des services à valeur ajoutée. Voilà en quelques mots ce que je pouvais vous dire effectivement sur le edge computing et nos solutions Internet des objets au sein du groupe HBF. Merci Gueltas, parfait. On va passer sur une partie peut-être un petit peu plus technique et on va passer la main à Benjamin. Qui va enlever le mute. Peut-être plus pratique que technique. Je ne veux pas faire fuir les gens qui seraient peut-être moins. Non, mais voilà, moi ce que je voudrais faire dans les minutes qui suivent. Déjà, d'une part, c'est encourager tout le monde à d'ores et déjà utiliser le chat pour poser des questions ou partager des ressentis sur les présentations que nous avons déjà vues. N'attendez pas la toute fin pour poser vos questions et on peut déjà commencer à les accumuler dans le chat. Voilà, moi je voudrais partager quelques pointeurs et quelques retours d'expérience très très pratiques sur finalement ce que l'on peut faire quand on commence à réfléchir à des scénarios Edge. On a eu plusieurs exemples déjà partagés par les intervenants jusqu'alors. Voilà, je partage mon écran et en fait peut-être aussi profiter de la situation actuelle pour partager avec tout le monde ces pointeurs qui vont vous permettre, je pense, de prendre peut-être du temps que vous n'avez pas forcément d'habitude pour creuser un peu ce champ technologique qui est en fait très, très vaste. Il y a tout un tas de scénarios dans lesquels une approche edge computing et une approche, alors j'appelle ça sur ma slide d'introduction, AI at the edge. Vous voyez peut-être passer de plus en plus au-delà du terme IoT, AIoT, Artificial Internet of Things ou Artificial Intelligence of Things. Et c'est un peu ça. Il y a tout un tas de scénarios dans lesquels en fait on a besoin d'avoir de l'intelligence plus proche de l'edge et pour tout un tas de raisons, des problématiques parfois de latence et on veut vraiment avoir un feedback très rapide dans des scénarios de smart city ou de retail où on veut pouvoir prendre des décisions très très rapidement, le workplace safety aussi évidemment, des scénarios pour lesquels aussi tout simplement les données manipulées font, et Pierre en parlait, ce sont des données potentiellement très, très volumineuses. On parle de vidéo, on parle de son. S'il faut systématiquement passer par le cloud pour avoir des retours, on ne va pas s'en sortir. Au-delà de ça, il y a aussi des problématiques de sécurité. Parfois, on veut rester on-premise, comme on a dit déjà plusieurs fois. Et des problématiques aussi d'accord, je veux commencer à rendre mes objets plus intelligents, mais ma flotte d'objets, elle est potentiellement très hétérogène. Et comment je gère cette complexité-là de venir rendre des objets historiques, on va dire, plus intelligentes, tout en pensant au futur et pensant au fait que ma flotte d'objets va être amenée à évoluer, mes capacités de calcul vont être amenées à évoluer. Comment je gère cette complexité-là? Et en pratique, plus qu'en technique, le scénario typique de l'Internet des objets et a fortiori du edge computing, c'est on a des objets, des capteurs, des équipements, quels qu'ils soient, industriels, moins industriels, qui génèrent de la donnée, laquelle donnée n'est pas une fin en soi. Ce qui est une fin en soi, c'est de venir extraire de l'information, soit par des moyens divers et variés, potentiellement des moyens qui s'approchent du machine learning ou de l'intelligence artificielle, mais voilà, on veut extraire de l'information pour
agir. Les exemples que je vais dérouler sont surtout autour de la vision assistée par ordinateur, computer vision, auquel cas lesquelles actions seraient une ville intelligente. On a tout un tas de caméras déployées sur les grands axes routiers. On veut compter le nombre de voitures qui passent pour en fonction du trafic, rerouter, influer peut-être sur la signalisation routière, influer sur des alertes pollution ou je ne sais quoi que l'on veut envoyer, potentiellement aussi, et on en a parlé quand Nicolas évoquait le scénario des drones, les actions peuvent aussi parfois être amenées à redéployer ou à réadapter ce qui se passe sur l'objet en lui-même, potentiellement redéployer des algorithmes de vision assistée par ordinateur qui auront été améliorés, adaptés en fonction de l'information qu'on a extraite. Pour tout un tas de raisons, ce mode où on est très dépendant du cloud peut ne pas être souhaitable, peut parfois aussi ne pas être tout simplement possible. On est au fin fond du désert et on veut monitorer des pipelines de pétrole, on passe sur un lien satellite très très contraint, on ne peut pas se permettre de passer par le cloud. On fait un scénario où, comme évoquait Nicolas, on veut vérifier et garantir que des ouvriers sur un chantier portent leur casque, etc. On est connecté par un lien 4G au cloud. Certes, la 4G, c'est bien et peut-être qu'on aura la 5G dans quelques temps, mais on ne peut pas se permettre d'avoir une latence trop importante pour prendre des décisions, pour faire vibrer le pager de l'ouvrier pour lui dire qu'il y a un souci. Donc, il faut réfléchir à des scénarios où on peut arriver à rendre l'edge plus intelligent et finalement faire tourner tout ou partie de toute la science que l'on avait pu être amené au fil des mois et des années à accumuler dans son infrastructure serveur. Si on pouvait arriver à déployer une partie de ça à côté plus proche des objets, et c'est ça qu'on appelle le l'edge computing tout simplement, ça pourrait être intéressant. Donc, j'ai dit que j'allais prendre comme exemple un exemple de computer vision. Donc, imaginons finalement que l'on a un objet connecté, une passerelle quelconque qui finalement connecte un flux vidéo. Et en fait, ce que l'on va vouloir faire, c'est utiliser un certain nombre de briques que potentiellement on aura déjà commencé à développer côté serveur, que ce soit l'aspect traité, donc ce serait plutôt la brique verte, pré-traiter, nettoyer le signal vidéo que d'habitude on récupère peut-être toutes les 30 secondes. Il faut imaginer un scénario où on utilisait des services cloud pour faire de la reconnaissance d'image dans la mesure de ce que notre architecture actuelle nous permettait, c'est-à-dire on a un flux vidéo, mais on ne peut pas se permettre de récupérer les images plus d'une fois toutes les 30 secondes. On récupère finalement juste une infime partie du flux vidéo, mais ça ne nous empêche pas de faire un peu du traitement d'image, d'utiliser des services tels que Azure Cognitive Service pour faire de la reconnaissance d'objets et en fonction des objets que l'on détecte. Alors malheureusement qu'une fois toutes les 30 secondes, on peut prendre des décisions et faire des actions. En fait, ce qu'une architecture de edge computing propose de faire, c'est de dire toutes ces briques vertes, violettes, jaunes que l'on a développées, tous ces conteneurs finalement pour apprendre une approche service, et voilà, il faut imaginer vraiment que ce sont des microservices que l'on a déjà développés. Qu'est-ce qui se passe si en fait on les rend, on les met dans un entrepôt de conteneurs et on utilise
un framework du côté Edge, par exemple Azure IoT Edge, mais c'est un exemple parmi d'autres, qui finalement va nous permettre de dire, ben, en fait, moi j'aimerais pouvoir dire à cette équipe embarqué, à partir de maintenant, ta charge utile et ton boulot, ça va être en fait de récupérer des briques qui jusqu'alors étaient prévues pour fonctionner dans un environnement plutôt cloud, mais en fait, la différence entre le cloud et l'edge, elle est relativement floue. C'est pour ça d'ailleurs qu'on parle pas mal de... on entend de plus en plus parler d'un terme qui s'appelle le fog computing, et que moi personnellement, moi ça me parle beaucoup dans le sens où on a le cloud, on a l'edge. Alors là, je suis en train de faire des signes avec mes mains, mais évidemment, on ne les voit pas. Mais le cloud c'est tout en haut, l'edge, c'est tout en bas. Et le fog, c'est un peu entre les deux. Et la limite, elle est un peu floue. C'est-à-dire que peu importe en fait où les traitements sont faits, l'idée du fog computing ou du edge computing, c'est de se dire on veut faire tourner nos traitements, nos algorithmes, là où ça fait le plus de sens. Pour un scénario de vidéo, rien ne nous empêche de le faire 100% côté cloud, si ce n'est que le réseau ne permet pas toujours de faire ça. Donc, pourquoi pas utiliser les mêmes algos qui avaient déjà été prévus pour traiter de la vidéo et les déployer côté embarqué. Et ça va nous permettre finalement de ne plus échanger de la vidéo sur notre lien 4G ou satellite, pour lequel c'était de toute façon même pas possible, et vraiment faire la plupart des traitements sur les équipements embarqués, ne remonter que ce qui fait du sens. Par exemple, remonter simplement quand il y a des alertes. Tiens, il y a plus de 10 voitures qui sont passées sur les 5 dernières minutes, c'est une alerte. Et on peut arriver comme ça à se passer au maximum des interactions avec le réseau. Donc, ce que je dis, c'est qu'un exemple une solution qui peut rendre possible le edge computing, c'est côté Microsoft, côté Azure, c'est Azure IoT Edge. Mais une fois de plus, ce n'est qu'un exemple. Et moi, mon but, c'est de partager quelques pointeurs et quelques pattern, on va dire, en termes de edge computing. Peu importe à la limite la techno que vous utilisez derrière, vous allez de toute façon souvent retrouver les mêmes approches. Et Azure IoT Edge, globalement, comment ça va se passer? C'est un environnement de développement que l'on va déployer sur son équipement embarqué. Pour faire court, imaginez un Raspberry Pi, mais ça peut être tout type d'équipement industriel ou moins industriel qui est connecté. Et grâce à Azure IoT Edge, on va pouvoir conteneuriser et empaqueter logique, que ce soit la brique en charge de nettoyer du signal vidéo, la brique en charge d'extraire, de faire de la reconnaissance d'objets, la brique en charge de faire de la détection d'anomalies. Et grâce à Azure IoT Edge, on va venir orchestrer comment toutes ces briques travaillent entre elles, comment toutes ces briques, lorsque c'est nécessaire, vont venir envoyer et remonter finalement leur statut et les informations importantes avec le cloud. On va pouvoir venir faire du vrai du management, parce que clairement, faire ce que je viens de décrire pour un équipement, c'est relativement simple, et c'est une architecture à base de microservices toute simple. Lorsqu'il s'agit de passer à l'échelle, on a besoin de pouvoir automatiquement détecter quand, pour une raison ou pour une autre, un des conteneurs, un des microservices semble mal se comporter. On a besoin de pouvoir récupérer tout un tas de statistiques pour optimiser notre process au fil du temps. Une fois de plus, l'exemple des drones, on se rend compte qu'il y a une catégorie d'objets que l'on semble jamais reconnaître tout à fait correctement, pouvoir récupérer ce genre de métriques et s'adapter. Et un point important à noter, c'est que Azure IoT Edge est open source, c'est-à-dire que notamment si vous voulez, pour une raison ou pour une autre, l'équipement que vous souhaitez
ciblé, ne fait pas partie des équipements initialement supportés, pourquoi pas par Azure IoT Edge. L'intégralité du framework étant open source, c'est assez facile de venir l'enrichir, de venir l'adapter à vos use cases. Et donc, quelques pistes sur en fait qu'est-ce que ça veut dire au-delà de rendre possible des scénarios de edge computing et rendre possible cette idée de dire j'ai des boîtes jaunes, violettes, bleues côté serveur, des microservices que je veux pouvoir déployer et gérer au fil du temps at the edge. Au-delà de ça, certaines de ces boîtes, certaines de ces composants, certains de ces microservices, assez rapidement, on se rend compte que certains de ces microservices sont des microservices qui rendent qui ont une fonction d'intelligence artificielle pour faire court. C'est-à-dire qu'au-delà de venir faire du traitement de données ou du stockage de données et de la communication entre l'edge et le cloud, on a certains services qui sont vraiment là pour venir traiter la télémétrie pour faire par exemple de la détection d'une optique de maintenance prédictive. On va avoir, et Pierre en a parlé, des scénarios où les grandeurs manipulées ou les entités manipulées s'apparentent plus à du son ou à de la vibration, même comme on disait, et auquel cas on peut peut-être amener à faire de la détection de voix, et de la reconnaissance de langage, ou bien de la maintenance prédictive en se basant sur, une fois de plus, sur voilà, des vibrations ou il y avait un exemple. Alors les exemples qu'en citait Pierre, effectivement, je les vois moi aussi sur le terrain. Un autre exemple pour montrer qu'en fait on parle d'intelligence artificielle, mais en fait en pratique, il n'y a pas vraiment ça ressemble à de la magie noire, mais ça n'en est pas nécessairement. Il faut en fait avoir cette approche-là, il me semble, et se dire qu'en fait, potentiellement, tout est possible avec des scénarios d'intelligence artificielle. Moi, j'avais été amené à travailler avec des personnes en Allemagne qui travaillent sur les escalators. Et un des gros problèmes en Allemagne, c'est qu'en hiver, et dans d'autres pays d'ailleurs, en hiver, l'escalator, les gens qui marchent sur les escalators, ils ramènent sur leur crampon de chaussures du sel qui a été épandu dans les rues. Et le sel s'accumule et les escalators n'aiment évidemment pas trop ça. Et en fait, ils se sont rendus compte que c'était très très simple de venir poser un petit micro dans les escalators et se rendre compte qu'en fait, l'escalator se met à grincer de plus en plus et on arrive à anticiper de quelques heures le moment où il va y avoir vraiment un gros souci et on envoie évidemment un technicien avant même que cela arrive. Mais voilà, c'est un scénario tout simple, ça ne nécessite que quelques capteurs. Et ça peut avoir un énorme bénéfice. Et ensuite, il y a évidemment tous les scénarios de vision assistée par ordinateur, de computer vision. Et ces scénarios-là, un des challenges, c'est que là non plus, il n'y a pas forcément de magie noire. Par contre, un des challenges, c'est que traiter de la vidéo, ça peut demander beaucoup de ressources. Et donc là, clairement, les bonnes pratiques, il vaut mieux les connaître a priori pour être sûr qu'on arrive à faire quelque chose qui passe à l'échelle. Donc assez rapidement, sur les aspects télémétrie pure et dure et sur les aspects son, juste je voulais indiquer qu'il y a une brique, et une fois de plus, il y a des briques équivalentes dans le monde open source ou voire pourquoi pas chez la concurrence, mais l'aspect télémétrie, quelque chose qu'il est important d'avoir à l'esprit, c'est que on peut assez facilement sur son équipement Edge des solutions d'analyse de flux de données, alors par exemple Azure Stream Analytics, et assez facilement, sans même avoir besoin de faire de l'apprentissage de modèles de machine learning et d'intelligence artificielle, on peut automatiquement avoir de la détection d'anomalies. Et en fait, Azure Stream Analytics, par exemple, va permettre d'écrire une syntaxe avec une syntaxe assez proche du SQL que l'on pourrait être amené à faire dans une base de données pure et dure. On va pouvoir venir dire
cher Azure Stream Analytics, regarde mes 5 dernières minutes de données et pour cette fenêtre-là, en fait, apprends au fil du temps, apprends. Et dès que tu vas voir passer sur une fenêtre de 5 minutes quelque chose qui ne ressemble pas à ce que l'on avait vu passer jusqu'alors, et que ça va sortir des clous au-delà de 95%. Voilà, on est 95% au-delà des clous. On est quasiment sûr que c'est un problème. Donc, on va générer une anomalie. Et cette anomalie-là, on va la générer côté Edge. C'est-à-dire que quand bien même ces données que l'on analyse, ces 5 minutes de données représentent peut-être des mégaoctets en pratique de données de capteurs, ben, la seule chose qui compte, ben, c'est de se dire que c'est que au moment où on a une anomalie qu'on est vraiment intéressé pour remonter cela côté cloud, et la seule chose qui compte, c'est qu'une fois toutes les à chaque fois qu'il y aura vraiment une anomalie, la seule chose que l'on va remonter côté infrastructure IT et côté cloud, ben, c'est l'anomalie en elle-même, et on peut vraiment assez facilement mettre cela en place, et c'est applicable pour tout un tas de télémétrie et d'informations de capteurs. Presque, en fait, de facto, on peut mettre en place ce genre de mécanisme. Et sans nécessairement connaître la donnée, on peut venir extraire de l'information, faire finalement du data mining, sans nécessairement avoir à faire de l'apprentissage. Tous les scénarios de son, je ne vais pas nécessairement rentrer dans les détails, mais voilà, il y a évidemment tout un tas de briques qui permettent d'analyser des données de type son, notamment côté Microsoft et Azure. Il y a la collection de services Azure Cognitive Services, dans lesquels, entre autres, il y a des mécanismes pour faire de l'apprentissage, de la reconnaissance, de détection de mots-clés, détection de voix, etc. Voilà, moi, je veux passer le temps qui reste sur les scénarios plus de computer vision, et pour dresser peut-être un peu le panorama des différents types d'équipements qui peuvent être utilisés dans des scénarios de computer vision. On va de ce que j'appellerais le light edge. Alors, on est déjà sur finalement des équipements relativement puissants, dans le sens où là, on n'est pas sur les exemples que prenait Pierre avec un tracker qui serait un microcontrôleur très basse consommation, avec aussi des capacités de communication avec le reste du monde relativement limitées, type LoRaWAN ou autre. Souvent, les scénarios de computer vision, on démarre avec des équipements qui ont à minima, c'est l'équivalent une fois de plus d'un Raspberry Pi, voire un tout petit peu plus, dans le sens où, en général, qui dit computer vision dit on a besoin d'avoir peu ou prou l'équivalent d'un GPU, finalement, et d'avoir de l'accélération graphique pour faire de la reconnaissance d'image. Et après, plus on part vers la droite de ce schéma, plus on va sur des équipements qui sont capables de traiter de plus en plus de flux de données potentiellement en parallèle, des flux de données de plus en plus denses, de la vidéo HD, de la vidéo 4K, plusieurs flux vidéo 4K en parallèle. Et voilà, et en fait, ça va vraiment dépendre. Nous, là, dans l'exemple que je vais dérouler, je vais utiliser un équipement NVIDIA qui est finalement un équivalent à une carte de développement Raspberry Pi, notamment aussi en termes de prix. On parle d'une carte de développement qui coûte plus ou moins $100, mais qui par contre, à la différence du Raspberry Pi, peut traiter de la vidéo de manière assez efficace, et on va voir ce que ça donne. Sachant qu'ensuite, finalement, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on veut faire du traitement de vidéo? Il y a plusieurs façons de penser son architecture côté Edge. Il y a une approche qui est l'approche de gauche, où en fait, on a peut-être déjà
de l'historique et des microservices que l'on a déjà été amené à mettre en place côté cloud, dans lesquels on a déjà identifié et fabriqué une brique et un service, un container qui est capable de prendre en entrée une image et en sortie va nous donner des informations. Il va être capable de nous dire j'ai reconnu tel et tel objet, ou bien ça c'est une image qui représente X versus une image qui représente Y. Et ces briques-là, on va pouvoir se dire, tiens, en fait, c'est relativement simple de réutiliser cette brique que j'ai déjà développée côté serveur et je vais venir déployer ça dans mon infrastructure de Edge Computing. La seule chose qu'il va falloir que je rajoute, c'est une autre brique qui va être en charge de récupérer de la vidéo sur mes caméras IP de ma flotte de caméras qui est déployée sur le périphérique toulousain, et je vais récupérer mes flux d'images de cette manière-là, par exemple, et lesquelles images, je les passe à ma brique de reconnaissance d'images qui, en retour, me donne des informations, et les informations en question, je les envoie sur mon cloud, et en faisant ça, en fait, je viens très rapidement réutiliser de l'existant. Le risque, c'est que quand bien même mon architecture est très modulaire, potentiellement, ça va rajouter un peu de surcoût de traitement au niveau de ma passerelle Edge, et je vais peut-être pas forcément arriver à des scénarios où je peux faire du 100% temps réel. Et auquel cas, ce qui va se passer, c'est que pour utiliser et pour mettre à profit les capacités d'accélération matérielle que peuvent avoir des équipements de type les équipements que NVIDIA propose, en fait, ce qui va parfois être mieux, c'est de se dire, quitte à être un tout petit peu moins modulaire, je vais mettre tout au sein du même service, finalement ma chaîne de capture d'images, de reconnaissance et d'extraction d'informations et d'envoi vers le cloud. Je vais réaliser ça et mettre ça au sein d'une seule brique, potentiellement en mettant à profit toutes les capacités matérielles de l'équipement que je cible, et je vais avoir potentiellement plus de performance à ce niveau-là. Et finalement, c'est ça que je veux maintenant montrer dans les quelques minutes qui viennent en termes finalement de démo. Et en fait, je vais basculer tout simplement sur la démo en question. Cette démo-là, et je partage le lien à la fin de la présentation et on le mettra également dans le chat, c'est quelque chose qui est accessible à tous. N'hésitez pas, une fois de plus, et peut-être en fonction de la situation actuelle, vous avez du temps à passer pour faire de la veille techno un peu plus que peut-être que d'habitude, n'hésitez pas à aller consulter cette ressource-là, et c'est cette ressource-là que je vais dérouler rapidement pour montrer finalement qu'est-ce que l'on peut mettre en place, et en prenant le scénario d'une société qui serait une société qui fabrique des canettes de soda et qui veut pouvoir finalement gérer les anomalies qu'il pourrait y avoir sur la chaîne de production. Notamment, qu'est-ce qui se passe lorsque je me rends compte qu'il y a des canettes qui sont renversées, comment je réagis au plus tôt. Et donc on va utiliser le fameux, donc nous sommes en direct, petite échelle, voilà mon pouce, voilà, donc la carte NVIDIA Jetson Nano est quelque chose de vraiment très petit. On est quasiment sur un format taille de crédit, et donc je vais vous montrer comment en fait on peut utiliser cet équipement-là pour réaliser une solution de bout en bout de computer vision. Donc là, la carte, j'ai déjà installé dessus le framework Azure IoT Edge. Donc il y a un framework qui finalement est plutôt simple à déployer, du moment que sur l'équipement, il y a Linux ou Windows, en fait, on va pouvoir venir installer le framework en question. Et en fait, ensuite, ce qu'il va se passer, c'est qu'on va venir connecter
le framework Edge au cloud. En l'occurrence, ici, j'ai utilisé le cloud Azure IoT Central qui me permet de venir à distance, une fois que mon équipement que l'on voit ici est connecté, je vais pouvoir l'administrer à distance, c'est-à-dire partir d'un mode où j'ai une gateway qui, en l'occurrence, le NVIDIA Jetson Nano, qui fait tourner Azure IoT Edge, mais du coup qui ne met pas d'un grand secours, à une gateway qui fait tourner Azure IoT Edge avec mes propres microservices. D'accord? Donc là, en l'occurrence, depuis le cloud, j'ai été en mesure de déployer un certain nombre de modules qui vont venir faire le job. Et le job, dans mon cas, c'est réaliser de la reconnaissance d'image. D'accord? Ça pourrait être complètement autre chose. Je pourrais déployer des microservices dont le but est de récupérer de la donnée d'un équipement industriel Modbus et réaliser tout à fait autre chose. Moi, en l'occurrence, les modules que j'ai décidé de déployer, c'est le module NVIDIA DeepStream qui, lui, est clairement en charge de réaliser de l'analyse vidéo. Et grâce à IoT Central côté cloud et à IoT Edge du côté de ma carte embarquée, je vais pouvoir venir configurer à distance l'équipement. Là, en l'occurrence, l'équipement, il est pour l'instant configuré dans un mode de démonstration qui est en fait un mode où automatiquement, il vient se connecter à 4 flux haute définition de vidéo pour détecter s'il voit des voitures ou des personnes. Et en l'occurrence, si je regarde ce qu'il s'est passé sur les dernières minutes, il semblerait qu'il y ait un certain nombre de voitures qui sont en train d'être détectées. Soit dit en passant, j'ai aussi la possibilité de gérer, au-delà de purement mon application de détection de voitures et de personnes, je peux aussi gérer l'équipement en tant que tel, me rendre compte que peut-être là, il y a peut-être un souci, j'ai peut-être une fuite mémoire, il semblerait que la mémoire soit en train de baisser au fil du temps, donc c'est peut-être quelque chose auquel il faut que je fasse attention. Mais voilà, en termes de voitures, il semblerait qu'on ait une détection de voitures qui soit en cours, et d'ailleurs, je peux m'en assurer en venant accéder directement au flux vidéo finalement à la sortie de la chaîne de calcul de mon équipement embarqué. En fait, je me rends compte que oui, il y a dans ce fameux mode de démonstration dans lequel l'équipement est configuré à l'heure actuelle, il y a effectivement 4 flux de vidéo qui sont vraiment de la haute définition. Hein. Je pense que même à distance, vous vous en rendez compte. Et on est en train de détecter des voitures. Et ceci à 30 images par seconde. Il y aurait 8 flux en parallèle. Ce petit équipement qui coûte à peu près 100 €, il s'en sortirait très bien aussi. Et donc ça, c'est finalement la première étape. Mais je ne suis pas forcément plus avancé si mon scénario, c'est de détecter de gérer une chaîne de production de canettes de soda, évidemment. Et donc, en fait, l'étape suivante, ça va être de me dire, je veux pouvoir gérer et apprendre et commencer à créer un modèle dans lequel, en fait, ça, c'est tout un tas d'images que j'ai capturées en sortie de ma chaîne de production de canettes de soda. J'ai tout un tas d'images que j'ai capturées et que je voudrais pouvoir utiliser pour créer un modèle intelligent qui va pouvoir détecter des canettes tombées et faire la différence avec des canettes qui sont dans une position tout à fait adéquate. Et donc là, comment ça va se passer ? Et c'est quelque chose, une fois de plus, là je passe très rapidement, mais le fameux atelier qui est disponible sur ce site, et on mettra le lien
dans le chat vous permet de répliquer ça chez vous. Et comme disait Amélie aussi au tout début, je serais tout à fait intéressé aussi pour organiser ce genre d'atelier en personne quand la situation le permettra et s'il y a un intérêt. Donc n'hésitez pas à l'indiquer dans le chat. Mais une des étapes donc qui serait nécessaire ensuite, c'est d'utiliser. Il faut qu'on fabrique un modèle de vision assistée par ordinateur, un service qui existe dans l'écosystème Azure et Microsoft, c'est un service qui s'appelle Custom Vision. Donc, en allant sur le site customvision.ai, je peux créer assez facilement, sans avoir à être un spécialiste de TensorFlow, sans être un développeur Python. Je vais pouvoir créer mon modèle pour soit détecter des objets, soit faire de la classification d'images, en étant même guidé potentiellement selon le type de reconnaissance que je veux faire pour être encore plus précis. Et donc j'ai commencé le travail ici en chargeant toutes les images que je viens de vous montrer rapidement. J'ai chargé toutes les images dans l'outil et en fait là l'étape qui peut paraître fastidieuse mais qui en fait va assez rapidement, va assez vite, consiste à venir étiqueter l'ensemble d'images pour dire ah ben tiens, ceci ça correspond à une canette qui est verticale, ceci c'est une canette qui est tombée. Ceci, là, automatiquement, l'outil ne me le permet pas, donc c'est à moi de l'aider un tout petit peu. Je vais venir dire, ceci, c'est une canette qui est verticale. Et ainsi de suite, je viens étiqueter toutes mes images en fonction de ce que je veux venir reconnaître. Et potentiellement, il y a plus de 2 catégories, évidemment. Et une fois que je suis prêt, je peux venir entraîner mon modèle. Alors là, en l'occurrence, je risque de ne pas pouvoir le faire parce que je n'ai pas étiqueté assez d'images. Il faudrait que j'en ai au moins une bonne quinzaine pour chaque catégorie. Mais l'idée, c'est de venir faire ça. Donc, une fois de plus, pas besoin d'être un pro du machine learning ou quoi que ce soit. Je viens apprendre mon modèle et ensuite, finalement, je peux revenir au niveau de la configuration de mon équipement embarqué à distance depuis le cloud sans avoir à me connecter physiquement à ma passerelle NVIDIA, Jetson Nano, qui de toute façon est probablement tout en haut d'un pylône au bord du périphérique, ou en l'occurrence non du coup, puisqu'on parle d'une usine de canettes de soda, et quelque part dans l'usine, je n'ai pas forcément envie ou la possibilité d'aller physiquement déployer du logiciel. Donc évidemment que je veux le faire à distance. Et donc, en l'occurrence, je vais me dire, non, je ne suis plus du tout dans un mode démo. Je suis dans un mode où je me connecte à de véritables caméras. Ici, je pourrais, en fait, et devrais, en toute logique, renseigner des pointeurs vers des caméras IP, probablement des flux de caméras IP dans mon usine. Là, en pratique, moi, je vais utiliser des enregistrements vidéo qui sont déjà stockés et que j'ai stockés en local. Je n'ai pas d'usine de fabrication de canettes dans mon appartement et je viens indiquer que en fait je bascule sur un mode où le modèle que j'utilise, c'est un modèle qui vient de Custom Vision. Le modèle va être ça, finalement, c'est la sortie. Une fois que j'ai entraîné mon modèle via le website Custom Vision, je récupère un modèle de machine learning dans lequel les choses que je veux détecter, ce sont des canettes qui sont up ou down. Je viens enregistrer cela. Qu'est-ce qui se passe en fait derrière le rideau et sous le capot? Mon cloud IoT vient pousser à mon équipement embarqué, à lui, vient pousser des nouvelles instructions, vient en fait lui dire tiens, cher IoT Edge, là en fait il faut que tu changes ton comportement, les différents microservices que tu es en train de faire tourner, redémarre-les et la nouvelle configuration que ces microservices doivent utiliser est disponible ici. Et donc en fait ce qui se passe,
si je reviens au niveau de mon flux vidéo et de la sortie finalement de ce qui est en train de calculer mon NVIDIA Nano, en attendant quelques secondes encore, je pense que que tous les microservices redémarrent, on devrait bientôt pouvoir avoir le résultat. En attendant encore quelques secondes, voilà, tac tac, c'est en train d'arriver, parfait. Et donc là, maintenant, j'ai jamais touché physiquement à quoi que ce soit sur ma NVIDIA Jetson Nano, et là, je suis en train de faire tourner un algorithme qui correspond exactement à mon vertical. Et en bleu, on se rend compte que c'est tous les moments où on détecte des canettes qui sont en position qui est correcte. Si la personne qui n'est pas en mute, vous pouvez passer en mute, ça serait super. Merci. Et voilà, donc on va passer de temps en temps des carrés rouges avec des canettes qui sont pas dans la bonne position. Et une étape suivante, et une fois de plus, c'est quelque chose qui est déroulé dans l'atelier dont je vais mettre le lien dans le chat. Une étape suivante, ça serait de dire, ah ben voilà, maintenant que mon edge est intelligent et que je suis capable de reconnaître des canettes en position normale ou anormale au niveau de l'équipement en lui-même. La seule chose qui remonte, ce sont les informations du type canette levée ou pas levée. D'ailleurs, on se rend compte que maintenant, les choses qu'on détecte, c'est différent. Hein. C'est le nombre de canettes en position correcte et ici le nombre de canettes en position incorrecte. Je pourrais me dire que potentiellement, je veux mettre en place des règles côté cloud pour venir dire, tiens, à chaque fois que sur une fenêtre de temps de 15 minutes, je me rends compte que j'ai détecté un nombre d'anomalies supérieur ou égal à 2. J'envoie un email à quelqu'un pour qu'il vienne intervenir. Je déclenche quelque chose dans mon back-end SAP ou dans ma chaîne de production pour venir déclencher un flux de traitement d'anomalies. J'ouvre un ticket, etc., etc. Mais voilà, moi, ce que je voulais montrer, c'était que littéralement en quelques minutes, en fait, hein, si vous prenez le scénario et l'atelier qui est disponible ici, vous allez pouvoir vous rendre compte que faire de l'intelligence artificielle à the edge, quand bien même on parle de scénarios de reconnaissance d'images pour lesquels en première approche, on a l'impression que c'est quelque chose qui est réservé aux data scientists, ceux qui ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Faire de la reconnaissance d'image pointue, c'est un métier, mais se lancer et commencer à valider des scénarios et valider le fait que on peut peut-être extraire de l'information là où on croyait que c'était pas possible. C'est quelque chose qui est tout à fait c'est disponible dès aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'outils particulièrement compliqués, il n'y a pas besoin de matériel nécessairement des milliers de dollars avec des cartes graphiques une fois de plus, le NVIDIA Nano coûte une centaine d'euros / dollars. Donc, lancez-vous. Quelques pointeurs sur Azure IoT Edge, le workshop. Et je vais récupérer je vais copier le lien pour le mettre. Je vais mettre tout ça d'ailleurs dans le chat. Et voilà. Déjà. Parfait, super. Je voulais pas vous laisser le recopier, mais si vous l'avez recopié, c'est tant mieux. Moi, j'aurais fait le copier-coller. Merci, merci. Donc, je pense que moi, j'en ai terminé de ma présentation. J'espère qu'il y a des questions qui se sont accumulées dans le chat. Je n'en vois pas, mais voilà, je pense que Nicolas et Benoît, vous avez peut-être prévu un petit wrap-up, et après, on est dispo au moins pour la demi-heure qui vient pour échanger. Oui, déjà, merci Benjamin. Top démo. Moi qui suis un ingénieur de formation en computer vision, c'est bluffant, parce que quand je me souviens
d'avoir fait des tests à l'époque sur l'automobile et sur les flexibles de frein qui remontent à une vingtaine d'années. Le temps de mettre en place ce genre de scénario est assez disruptif, mais tu l'as bien rappelé, ça ne remplace pas les experts, ça permet d'accélérer sur les cas d'usage, et en tout cas pour ramener ces technologies. Donc ouais, très très intéressant. En tout cas, merci Benjamin. Oui, superbe démo, Benjamin. Merci, un immense merci pour la préparation et pour le delivery. En grande synthèse, ce que l'on pourrait évoquer, c'est qu'effectivement, le futur ne sera pas que cloud. Ça a été extrêmement bien mis en visibilité ce matin. Maintenant, aucune question, très peu de remarques. N'hésitez pas à prendre la parole, démutez-vous, posez les questions. Et je rappelle qu'on on mettra à disposition le lien de cette séance avec un petit formulaire aussi pour voir les rebonds que vous souhaitez. N'hésitez pas, prenez la parole est à vous. Alors, s'il n'y a pas de questions, moi je peux peut-être rebondir sur ce que tu viens de nous présenter, Benjamin. Si, ça y est, il y a les premières questions qui arrivent, alors on va les prendre. Alors, peut-on imaginer d'installer le framework dans une caméra type Axis? Probablement. Après, ça va dépendre. Je suis pas un spécialiste de la gamme de produits Axis, mais j'imagine assez aisément qu'on parle soit qu'il y a potentiellement plusieurs caméras, de la caméra IP bête et méchante, à potentiellement des caméras pour lesquelles on a la main sur l'installation d'un firmware peut-être un peu plus personnalisé. Donc, si on parle de la première option, si la caméra est une caméra IP bête et méchante, il faudra à un moment donné la complémenter par une gateway type le NVIDIA Nano qui va venir récupérer les flux de caméras IP de là où les caméras IP et va venir comme ça agréger les flux vidéo, les processer et remonter de l'information. Potentiellement, si dans la gamme de produits Axis, il y a des caméras pour lesquelles le Linux ou l'operating system qui est disponible est un tant soit peu ouvert, alors il y a probablement la possibilité de déployer directement le framework IoT Edge dans la caméra en elle-même et du coup potentiellement faire le traitement au niveau de la caméra. Et c'est d'ailleurs dans une des slides que j'ai partagées, on parlait d'un développeur kit qui s'appelle le Vision AI Dev Kit. Donc, Michael, je mets le lien dans le chat, qui est en fait une caméra comparable à ce que fait Axis dans une certaine mesure. Donc là, en l'occurrence, c'est une caméra avec du hardware Qualcomm dedans. Et là, on est vraiment dans un mode où du coup, la caméra, elle est suffisamment smart et suffisamment ouverte pour que IoT Edge tourne directement sur la caméra en elle-même. On est d'ailleurs aussi dans un mode où les modèles tels qu'on les sort du site et de l'outil Custom Vision, la caméra est capable de comprendre nativement ces modèles-là et donc fait de l'accélération graphique, etc. Mais voilà, donc réponse courte. Et voilà, il y a le scénario où on a une gateway qui se connecte au flux IP des caméras, ou bien on a la possibilité de hacker de manière plus ou moins officielle, ça dépend de ce que Axis permet de faire, et de hacker au sens noble du terme, hein, c'est-à-dire de venir vraiment déployer son propre IoT Edge au-dessus du frame, de l'operating system de la caméra. Du coup, je rebondis, Benjamin, par rapport à la très bonne question de Michael. Là. Imaginons que la caméra a des capacités super limitées, avec aucune capacité de pouvoir mettre la main dessus. Qu'est-ce qui est préconisé? D'avoir une gateway derrière un certain nombre de caméras? C'est quoi la meilleure approche pour pouvoir faire Oui, ce voilà, type c'est de ça. scénario, Va. si Oui. Et après, oui, et la gateway, ça peut être tout un tas elle peut prendre différentes formes, comme voilà, ça peut carrément être
une lame, enfin un serveur dans un rack, et peut-être que du coup en l'occurrence la gateway, ça sera quelque chose de très 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 puissant dans ce cas-là, et être capable de traiter potentiellement des centaines de flux de caméras à la fois, ou bien la gateway ne va peut-être se connecter qu'à une seule caméra, mais en tout cas va amener les capacités de calcul vidéo que la caméra bête et méchante d'elle-même n'a pas forcément, tout simplement parce que voilà, on parle d'un équipement legacy, et voilà, il faut rajouter, complémenter par la gateway. Ça marche. Je vois qu'on a une autre question. Oui, pardon, vas-y, je te laisse faire, Benoît. J'allais la prendre, celle-là. On a une question qui est plus orientée sur les business models, qui s'adresse à Pierre et à Gueltas. Quels sont les modèles associés pour Otio et pour Assystem? Est-ce que c'est du pay-per-use, du flat? À voir. Comment vous développez votre mode de business? Qui veut prendre? Pierre? Moi, ça va être très rapide. En fait, il faut s'adapter au client, au profil du client. On avait préparé un mode XaaS, ou maintenance as a service, au départ. Imaginez ça comme vraiment le produit, je dirais, standard. Et il s'est avéré qu'en fait, nos clients industriels ne sont pas du tout prêts à ce type de modèle économique. Donc, c'est vraiment du flat, enfin, c'est même pas du flat fees, c'est de l'achat de matériel et une faible part sur de l'abonnement. Parce que la maturité de ce type de secteur ne permet pas de faire du service pour l'instant, hein, ça va maturer tout ça. Et dernier point, gardez à l'esprit que dans ce domaine d'activité, au niveau industriel, les gens ont besoin de mettre en place des processus d'investissement, donc ce qu'on appelle du CAPEX, et pas nécessairement de l'OPEX, enfin, sans aller trop loin. Voilà, de ma part. Gueltas, peut-être que tu peux compléter sur ta partie. Alors, concernant le use case que j'ai décrit sur de l'appellage électrique, effectivement, qui pourra demain accueillir du edge computing. En fait, l'idée pour nous, c'est de participer effectivement au déploiement de ces services vis-à-vis des consommateurs. Donc, c'est de leur fournir d'abord un hardware. Donc là, on parle vraiment d'un prix de cession du matériel. Et par la suite, en fait, comme on est sur de l'IoT, donc la capacité de faire évoluer à distance les fonctions de l'objet, à partir du moment où on a pré-embarqué du hardware suffisamment costaud dans le matériel, c'est de pouvoir en fait engager le consommateur qui aura déjà perçu, on va dire, une valeur d'usage relativement simple. C'est de l'engager à passer sur un modèle effectivement payant en proposant des options. Donc on est typiquement sur du freemium, hein, c'est-à-dire option de base, je suis notifié, je suis alerté quand il y a un cas de souci, et puis si je veux en fait ouvrir et déclencher des services à valeur ajoutée sur de l'analyse de surconso pour monitorer mes équipements, eh ben, je m'abonne tout simplement. Alors, je rebondis sur ce que tu viens d'évoquer, Gueltas. Je voulais juste apporter un complément sur le sujet OPEX-CAPEX. Effectivement, je pense qu'il y a de bon nombre de business models qui cohabitent aujourd'hui sur le marché. Et vous en avez deux bons exemples ici. Moi, je voulais juste rebondir sur la partie Azure Stack Edge, qui est un rack serveur dont j'ai partagé les éléments au début des slides. Et en fait, nous, on a fait le choix d'être 100% OPEX. Parce qu'effectivement, on fournit aujourd'hui un grand nombre de services, comme vous l'avez compris, sur le pay-as-you-go, hein, comme sur les services Azure. Et donc, ce matériel est vendu en mode OPEX, c'est-à-dire en pay-as-you-go avec un fee mensuel de moins de 600 € par mois. Je vais vous partager le lien pour que vous ayez plus de détails. Mais là aussi, on voit la confrontation de modèles. Le hardware peut aussi se convertir en OPEX et vice-versa. Dans le modèle inversé, je vous parlais de celui du véhicule connecté. Dans le cadre du projet avec Renault Nissan que j'évoquais, on était parti très confiant sur un modèle 100% OPEX, mais les fabricants du monde automotive, eux, voulaient un prix par véhicule. Donc là, je ne vais pas vous le communiquer parce que c'est quelque chose qui est fait un peu sur mesure vis-à-vis de Renault Nissan, mais en tout cas, on a dû revenir sur un montant
par device, j'ai envie de dire par véhicule. Donc les deux peuvent s'entrechoquer, se comparer. Et puis, bien entendu, tout est aujourd'hui assez bouleversé. Nous, on a été très bouleversé du modèle traditionnel de la licence vers un modèle de pay-as-you-go, ce qui n'empêche pas de revenir dans certains cas, comme tu l'évoquais, Goltez, de revenir sur un modèle aussi par device quand ça fait sens. Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions? Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on tient à remercier Digital 113, on tient à remercier tous les participants, tous les speakers pour cette matinée autour de l'IoT Age. Pourquoi ne pas remonter un prochain atelier sur ces thématiques. On vous envoie les liens, on vous envoie un petit questionnaire associé à cette matinée et on vous dit à très bientôt. Encore merci de votre participation. Oui, je rajoute juste un point, Benoît, et juste pour finir et conclure. Déjà, un grand merci aux intervenants. Merci à Goltez, merci à Pierre et Benjamin sur le sujet. Merci à toi, Benoît, d'avoir maintenu, on va dire, le cap malgré la situation. Et puis, on est très, très ouvert à ce que vous nous fassiez non seulement des retours, et j'en vois déjà dans le chat, mais n'hésitez pas aussi à être fort de propositions. Si vous avez d'autres sujets qui sont aussi peut-être aussi plus prioritaires compte tenu de la situation et sur lequel vous avez peut-être besoin d'aide, sur lequel on pourrait en tout cas être plus agile et vous apporter d'autres scénarios, d'autres démos ou d'autres sujets, en tout cas dans ces temps un peu compliqués pour tous. En tout cas, portez-vous bien et puis n'hésitez pas à nous faire des retours. J'ai fait le post sur LinkedIn, tout le monde n'y est peut-être pas, mais n'hésitez pas à rebondir aussi là-dessus, à faire vos propositions pour les prochaines étapes. Oui, tout à fait. Et on espère que l'on pourra redémarrer dans les formulations telles qu'on le souhaitait initialement et pour continuer à avancer sur ces thématiques. Merci à vous tous et portez-vous bien surtout.